Wittgenstein peut être réinterprété. Alors évidemment, à chaque fois, on se heurte à des problèmes de traduction quand on passe, par exemple, je sais pas moi, du français à l'espagnol. J'ai un de mes bouquins qui a été traduit en espagnol, mais j'ai jamais été foutu de le lire jusqu'au bout, parce que je suis jamais sûr si les expressions plus ou moins, de mon cru que j'avais mis au départ seraient traitées d'une façon convenable. Bon, je ne suis pas spécialiste des langues hispaniques, donc mais je vois qu'actuellement, ce bouquin qui au départ valait à peu près 20 euros, hein, il en vaut 4 fois plus. Donc on ne le trouve plus. Bon, donc ça a quand même intéressé les gens, mais c'est pas le cas de toutes les productions, parce que là je parlais d'un séminaire de Lacan qui n'est toujours pas publié, et dans lequel il y avait quand même énormément de références à la linguistique, à la philo, etc. Donc j'ai été voir. Bon, il y a eu chez Lacan une période fréguée, mais on s'aperçoit que Wittgenstein aussi était absolument accroché à Frege, malgré le fait que, Russell lui disait, mais non, il se produit dans cette forme de pensée des paradoxes qui a lieu d'exclure. On voit très bien Wittgenstein disant, non, je prends tel que c'est. Alors Lacan, au bout du compte, en a fait quoi? Il a dit, voilà, c'est simplement un problème d'énonciation, c'est comme le paradoxe du menteur, le paradoxe d'Épiménide, hein, c'est tout simple. Bon. Alors, il y a comme ça un certain nombre de casse-têtes sur lesquels les gens, ont buté, notamment, par exemple, quoi? Il y a des ensembles tels que ils ne se contiennent pas eux-mêmes, et d'autres qui se contiennent eux-mêmes. J'ai regardé récemment dans Wittgenstein, ça peut se formuler autrement, dire voilà, une fonction f de x. Si on remplace le x par un f de x, qu'est-ce que ça donne? C'est un peu comme moi tout à l'heure, avec moi-même et moi. Est-ce qu'on peut, effectivement, à propos de quelque chose, donner un équivalent d'un, comment on dit déjà, quand on qualifie quelque chose, oui, on produit une épithète, peut-on fabriquer une épithète d'épithète? Il dit non. Alors, là, j'ai un problème qui n'a pas été tellement compris. Alors, surtout qu'il y avait un corollaire, Lacan en tirait, il n'y a pas d'acte sexuel inscriptible dans une structure. Alors, à ce moment-là, tout le monde a baissé les bras, on a fait des jeux de mots et tout ce qu'on veut. Bon. Mais on a complètement omis le fait que ça se rattachait à une forme de pensée qui était déjà élaborée, qui était passée par Russell, Frege, et pour finir par Wittgenstein. Bon. Alors, Lacan a donné son point de vue. Bon. Mais il y a toutes sortes d'autres problèmes de ce genre que je n'ai pas fini d'asticoter. Hein, bon. C'est-à-dire que ça a été une période aussi, à savoir que, il voulait que l'analyse puisse d'une certaine façon être formulée sous la forme d'un traité tel celui de Bourbaki. Hein. Bourbaki, on sait qu'ils sont mis à je ne sais pas combien sous un nom d'emprunt. Et bon. Alors je relance les choses récemment en disant voilà, il y a une sorte d'arbre séphirotique des façons de nouer, par exemple, le réel avec l'imaginaire avec le symbolique avec le réel, etc. Ça fait un bouquet de, je ne sais plus, une douzaine d'occurrences. Ça peut être lu comme une table de Mendeleïev, de l'inconscient, à savoir que chacune de ces conjonctions, qu'elle soit
mis sur le terrain de la troisième ou pas, hein, doivent être analysés par les psychanalystes pour poser des cas cliniques. Alors il y a aussi l'histoire de ce qu'on a sorti il n'y a pas longtemps, Guattari et Deleuze, et ils disent voilà, bon, il n'y a que du signe, il n'y a pas de signifiant. Bon, Lacan nous enquiquine avec son manque à Lacan et tout. Bon. Sauf que, qu'est-ce qu'il propose comme signe? Un signe qui serait effectivement hors de toute parole, hors de toute mise en signifiant. Et ça s'appelle une claque. Et il paraît que c'est autorisé encore en France, hein, bon, y compris pour les gens qui ne sont pas, disons, de souche. Hein, bon. Que se passera-t-il le jour, effectivement, on applique là la règle au sens où, effectivement, elle nous est imposée par les instances européennes. Bon. Mais oui, jusqu'où ça va? Bon, jusqu'où un psychanalyste aurait son mot à dire. Bon. Or, tout le monde la permet. C'est fini, on ne peut plus rien dire. Alors bon, le bonhomme que je disais qui était agité dans le train, là, à côté de moi, il lit Camus. Bon, il lit. Puis il se tourne vers moi, à un moment donné, je ne sais pas ce qu'il m'a demandé, mais je lui dis, vous n'avez même pas ri. Il me regarde comme ça. Et je dis, oui, c'est un monsieur qui nous est très cher, même très très cher. Est-ce que c'est le mot de trop? De trop, enfin, trop galop, tout ce qu'on veut. Eh bien, il y a comme ça en France des choses qu'on ne peut pas dire. Je ne sais pas. Mais par exemple, sur le problème de Camus, il y a quelqu'un qui s'est exprimé dans Le Monde, j'ai eu l'article, c'est Alain Badiou qui a dit, bah oui, la statue de la République, c'est le totem. Ouh là là, dur. Heureusement que c'est lui qui le dit, hein, parce que sinon, hein. Ça veut dire que, bon, nous sommes tous plus ou moins dans une certaine piété, celle, par exemple, qui consiste à mettre en scène, comme ça, des choses comme moi, des personnages comme moi, enfin, il y a plus ou moins programmatique et ça. C'est partout. Hein. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, on arrive à sanctuariser à la limite des situations et des choses. Hein. Et on n'aimerait pas qu'on nous casse la baraque. Bon. C'est ce que nous prétendons devoir faire. Bon. Alors, je donne toujours l'exemple d'Elias Canetti, qui était né en Bulgarie, dans un endroit où il y avait toutes sortes de langues qu'on parlait. Donc il y avait des ethnies de toutes sortes, parce que ça s'est trouvé historiquement ça s'est trouvé comme ça. Lui, il venait d'un milieu séparate qui était à Salonique, qui est remonté par là. Puis de là, il est devenu, prix Nobel de littérature allemande à
en Autriche. Sauf que c'est le Nobel bulgare. Voilà. Mais il a écrit, par exemple, Les Voix de Marrakech. Ben, c'est quand même quelque chose qu'il faut lire, savoir comment est-ce qu'on peut cohabiter paisiblement des communautés, et c'est pas en les niant, en leur donnant pleinement leur statut. Dans une ville où, effectivement, bon, éventuellement, on fait des quartiers, pourquoi pas. Hein. Moi, pour aller à l'école primaire, je traversais le quartier juif. Ben, on m'avait dit qu'il ne fallait surtout pas casser les carreaux. Hein. On avait même fait des menaces. Hein. Mais à ce prix-là, bon, ben, il y avait toutes sortes de communautés qui vivaient. Bon, alors depuis qu'on a des idéologies qui, d'une certaine façon, prétendent à une certaine domination, ça devient de plus en plus difficile de cohabiter. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes façons d'apprécier la vie. Qu'est-ce que je disais l'autre jour à propos de gens qui, effectivement, aujourd'hui, font carême. En Bulgarie, ils font carême. Ils ne l'ont jamais fait avant. Autant des communistes, on n'en parlait pas. Tous ceux que je connais, bon. En plus de ça, ils me téléphonent et disent, voilà, veux-tu me pardonner? Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien oui, tu dis que tu me pardonnes, et ensuite il répond, je te pardonne. Alors, il y avait un jour du pardon. Ça n'avait jamais existé avant. Hein. Bon, ça existe chez les Juifs, on sait ça, hein, et ils ont réintroduit ça. Bon, alors on crée une communauté, un savoir-vivre ensemble, c'est parfait. Hein. Ça implique un certain nombre de rituels, et pourquoi pas. Hein. Mais en France, on a quand même une certaine intolérance envers ça. J'ai un copain avec lequel moi je me vois pratiquement tous les jours, il dit qu'il est athée, je sais pas quoi, mais il est prêt à bouffer du porc le vendredi exprès, hein, bon, pour s'affirmer. Bon, pourquoi pas, bon.